Au fond des filets, le podcast. Salut Best Buy! C'est plate qu'on soit le matin parce que j'aurais levé mon verre à Best Buy. Oui, on est lundi matin. Faisais-tu la vague à Charlotte, toi, samedi soir? Mais ça, il y a de l'ambiance, il y a beaucoup d'ambiance à Charlotte. À chaque année, et les partisans à Montréal ne le savent pas nécessairement parce que les matchs, et on me le dit, et si vous avez vu d'autres matchs de Charlotte, vous pouvez le confirmer aussi, c'est peut-être pas les plus, c'est pas la plus grande rivalité Charlotte et Montréal, mais il y a beaucoup d'ambiance. C'est une très belle organisation. Il m'avait d'ailleurs, Vincent et moi, il nous avait laissé un petit cadeau dans la cabine de diffusion. Avec, ça, c'est weird. Je t'ai jure, laissé un petit cadeau dans la cabine. Je te jure, c'est un T-shirt, en fait, avec d'autres trucs aussi, et des choses, pas, des grignotines, des T-shirts, et aussi un plan de Charlotte avec des places où aller, des partenaires aussi, des bars, des restos, et surtout une carte avec Vincent, Frédéric, cher, on est très content de vous avoir dans notre stade. Bref, leur accueil était, on appelle Southern Hospitality, mais dans Atlanta aussi nous ont très, très bien traités. Oui, avec aussi. un match de la NFL. Yes. Falcons. C'était bon, j'ai pas regardé, j'ai regardé un quart. C'est peut-être le match de l'année. Coudonc, je suis pas ça, la NFL. Parce que t'es allé? Non, parce que ça s'est terminé en prolongation. Ça a été dramatique. Les Falcons sont revenus. Ils ont intronisé au mur de la renommée des Falcons Matt Ryan. Je te dis qu'en même temps, un show de lumière au Mercedes-Benz Stadium comparé au Stade Saputo, c'est pas la même affaire. Non, mais je fais des blagues, parce que c'est agréable le Stade Saputo. Voilà. Mais, commence pas à virer. Donne pas une tangente négative déjà. Non, mais ils sont équipés en lumière à Atlanta. Ben, j'espère. Il a coûté 1 milliard, le stade. Yes. OK, hey, je peux-tu juste péter mes bretelles? Mise à jour de l'Algofred? L'Algofred, mon modèle. Je suis content parce que ça fait plusieurs... Écoute, il restait au moins une dizaine de matchs, puis je travaillais là-dessus. Savoir combien de points fallait avoir cette année dans l'Est pour faire les séries. T'étais pas loin du poteau, là? J'étais, je pense, direct dessus, parce que j'ai dit 41 points pour faire les séries. Ouais. Puis à ce moment-ci, avec un match à jouer, il y en aura en milieu de semaine, là, mais ça prend part de toute façon pour ceux qui, 7 et 8, là, en fait 8 et 9 dans les positions dans l'Est, ça va jouer le 19, dont à Montréal contre New York. 41, tu fais série. C'est sûr à 100%. Il y a une possibilité d'avoir 40 points puis d'être 9e. Une petite possibilité, mais j'étais direct dessus. Puis avant aussi, au dernier podcast, j'ai dit que Montréal, pour faire les séries, devait une victoire, une défaite et un match nul. On en est là aussi. Ouais, parce que là, avec un match nul, t'es qualifié. Ça, c'est le jour de décision. Dernier match de l'année, le 19 octobre. As-tu été surpris de voir les résultats de ces deux matchs-là? Atlanta? Atlanta, en même temps, on pourra en parler parce que... Attends, avant de parler de ça, parce qu'on va se devancer, parce qu'il y a un concept. C'est une émission concept. Oui. Là, capotez pas, ça va bien aller. Mais c'est un concept, puis ça va peut-être faire exploser votre cerveau. On a décidé d'y aller avec... en fait, pour vous montrer que le commentaire sportif, c'est par moment et souvent une question de point de vue aussi. De choix. Et de choix, exactement. Ben, c'est un métier de choix. J'en parlais avec Stéphane Gonzalez, puis c'est un des éléments qui a comme nourri notre réflexion, puis qui a abouti au concept qu'on va présenter dans un instant. Mais... je pense que la question de Gonzo, dans son émission avec Georges la semaine dernière, c'était faire les séries, parce que je parlais d'une éventuelle venue de Lionel Messi à Montréal. Tu sais, ça reste une possibilité si tu arrives à te qualifier, gagner ton barrage, puis après ça, rencontrer Messi. Puis Gonzo demandait, as-tu l'impression que ça changerait, je paraphrase un peu, là, le narratif d'une saison qui a été compliquée, qui a été difficile? Puis moi, ce que je lui ai dit, c'est... le narratif va changer le jour où assez de gens vont faire des choix un peu différents. Parce que j'ai l'impression que la tangente qu'on donne au discours, que ce soit sur les médias sociaux, j'inclus les médias, même le club, parfois, au fil des ans, quand il a parlé de lui-même, c'est cynique, c'est plus négatif. Puis à l'inverse, j'écoutais les commentaires sur Patrick Laine, qui est à l'écart du jeu pendant 2-3 mois. On réussit à comme inventer ou à choisir un genre de rationnel où, ben tu sais quoi?
c'est pas pire que ça parce que... C'est cool, ils vont revenir. Hey, tu sais ce qui va arriver? Les autres vont prendre leurs responsabilités. Il n'arrivera pas en sauveur au début de la saison. Puis là, quand le bon Pat va débarquer après 2-3 mois de la saison, ça va être rodé puis il va être le X-Factor. Hey, je comprends, mais c'est un stretch et c'est un choix. Tu choisis de voir, dans ce cas-là, le verre plus qu'à moitié plein. C'est un peu l'exercice qu'on va vouloir faire aujourd'hui. Ce qu'on va vous dire, c'est qu'on va diviser cette première partie-là en 2 blocs. Puis quand tu parles de jeunesse, justement, moi je l'ai déjà fait dans mon ancien podcast. Et ça venait aussi d'une réflexion qu'on avait par rapport au hockey à TVA Sport, notamment. Quand on analyse un but. C'est souvent l'erreur d'un défenseur. Ouais. Et en général, ce qui est le plus tough à faire autant au hockey et particulièrement au soccer, c'est de marquer un but. On peut-tu magnifier le fait que quelqu'un a réussi quelque chose qui est difficile à réussir et qui a poussé l'autre à l'erreur? Fait qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est que on va commencer avec, on va faire un 7-10 minutes. On va analyser le CF Montréal avec un point de vue négatif. Puis on va faire la même chose après ça. Est-ce qu'on va faire une clochette? Pour bien vous situer, on va prendre une optique négative. OK? C'est bon? On a fait une liste vite, puis on va rebondir un sur l'autre. Mais est-ce que tu as trouvé l'exercice plus facile d'un côté ou de l'autre? Non. Non? Non, puis c'était vraiment une question de point de vue. Qu'est-ce que tu décides de dire? Qu'est-ce que tu décides de voir? Puis c'est le cas dans le commentaire sportif. C'est pas juste au Québec, là, c'est partout. Ah, ben, mais comment? Le temps? Parce c'est bien plus facile de dire tu sais... Oui, puis à force de dire que ça va mal, tout le monde pense que ça va mal. Ouais. Mais dans les faits, quand tu regardes, ça peut... Puis c'est une question, je reviens, il y a quelqu'un qui m'a posé ça, je pense, il y a un journaliste qui m'a appelé, il va se reconnaître, il m'a appelé, il dit, est-ce qu'on t'a déjà... Et puis c'est une question que tu m'as posée dans le balado, le deuxième balado de cette série-là. Est-ce que... Est-ce qu'on t'a déjà dit d'être positif? Est-ce qu'on t'impose d'être jovialiste? En même temps, j'aime ça. Puis si t'aimes quelque chose... Mais tu dis tout le temps que cette personne-là n'est pas assez. Si ta blonde là, est fatigante, puis elle n'est pas assez ci, pas assez ça, vas-tu rester, ou ton chum aussi, vas-tu rester longtemps avec? Ça va-tu te tenter de la frencher? Moins. Fait que c'est bref. Mais ça revient à ce que tu as toujours dit sur la MLS. Tu as longtemps dit, puis je pense que l'équilibre a été retrouvé, mais tu as longtemps dit que le marketing de cette ligue-là était meilleur que le produit sur le terrain parce qu'on était en avance. Je pense que ça s'est rééquilibré là, depuis ce temps-là. Mais c'est ça. C'est comment tu présentes les choses, puis c'est ce qu'on va faire. On commence par quoi? Négatif. Soyons négatifs pour commencer. C'est sûr. On va-tu faire un tour sur Twitter? CF Montréal qui a pas fait les séries, qui a raté l'occasion. D'être déjà qualifié? D'être qualifié. Ils ont raté l'occasion d'être qualifiés parce que tu avais un match nul à la portée. C'était un 0-0 ou un 1-1 ce match-là contre Charlotte. Ils l'ont raté. Puis ton match c'est moi qui commence? On peut faire 1-1? On y va-tu de même ou tu me déballes tout ton sac? Non, vas-y, on va commencer. Non, mais moi, je voulais juste ajouter à ça, c'est que là, théoriquement, en ce moment, ton match de barrage, tu joues sur la route en plus, là. Oui, ben c'est pas sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais la 8e position est encore disponible. Oui, absolument, mais en ce moment, tel que les choses sont... tu t'en vas à Washington. T'as plus le contrôle total, là. C'est le DC United qui a le contrôle. En même temps, avant, on se devance peut-être un peu parce que là, t'as New York aussi, tu sais. Fait que... C'est où tu veux mettre ta réussite, ta ligne de réussite aussi. Tu sais. OK, fair enough. Non, t'as raison, t'as raté ça, mais là, ça serait poussé en négatif, il y a négatif et attends, égal. Comment ça, poussé? T'as gagné une victoire sur la route depuis mars. Non, mais quand même, en même temps, t'as gagné pour la première fois dans l'histoire au Mercedes-Benz Stadium. À Atlanta. À Atlanta, c'est big quand même. Non, moi, ce que je veux dire aussi, ce qui m'a surpris par contre, tu sais, si on peut dire ce côté-là, c'est que Montréal, artisan de son propre malheur, c'est les changements aussi, parce qu'on en a parlé tout au long de l'année, les changements de Laurent Courtois dans son effectif. Longtemps, c'était c'était la seule équipe, le CF Montréal, qui n'a pas reconduit le même 11 de départ, même après une victoire, ce qui est presque inimaginable aussi dans le soccer moderne, tu sais. Les joueurs se faisaient chicaner. Envoyer Sunusi Ibrahim en pointe à la place de Martinez, alors que... En fin de semaine à Charlotte, là. Alors qu'il n'a pas joué les 6 derniers matchs, il n'a pas foulé le terrain. T'aurais reconduit Martinez? Je sais pas, mais envoyer Sunusi Ibrahim, c'est l'envoyer un peu à l'abattoir, non? Ben, ça parle d'une gestion un peu déficiente d'un entraîneur, en fait, un entraîneur recru. Il y a eu des tempêtes, il y a eu une direction technique qui n'a pas été là. Il a navigué à vue.
Mais tu te retrouves à un moment donné où tu as peut-être besoin d'un gars, ton deuxième meilleur marqueur, qui a longtemps été ton meilleur marqueur, qui n'est pas en rythme. Tu lui dis, ah ouais, vas-y, tu as 60 minutes pour me scorer un but. Puis moi, j'ai jamais été le plus grand fan de Sunusi Ibrahim, j'insiste là-dessus. Il en a planté 6 cette année quand même. Il a très bien joué cette année. Puis j'aurais dit ça pour n'importe qui. C'est envoyer un gars à l'abattoir, c'est mettre un gars dans des très mauvaises circonstances. Mais pour moi, c'est totalement incompréhensible. Je comprends pas comment on en vient. Premièrement, moi, c'est l'affront le plus total à Mathias Coccaro. Bah ouais, mais... Non, mais Fred... a-tu été mauvais, Mathias Coccaro? Ouais, mais Sunusi Ibrahim, avait pas joué depuis le mois d'août, puis il avait joué 34 minutes au total, depuis, ça c'était sur 2 matchs, si je me trompe pas, depuis le 7 juillet. Mm-hmm. En quoi tu penses que Sunusi Ibrahim, puis honnêtement, là, à sa décharge, Ibrahim, il n'a pas été si mauvais que ça. Tu sais, avec le rythme qu'il avait, qui est 0. Il a été très bon, même, moi, je trouve. Ben oui, mais, en même temps, c'est le message que ça envoie. Pour moi, c'est l'inverse du message que tu as envoyé quand tu as décidé ton 11 de départ, puis là, tout le monde a compris qu'il y avait une hiérarchie. Mais ce que tu comprends, puis je vais ajouter un point, c'est qu'il n'y a pas de profondeur dans cette équipe-là. Non. C'est un immense problème. Il a coupé son banc pour reprendre un truc de hockey. Oui, mais après ça, il a coupé son banc, puis il est comme allé dans les estrades chercher des gars qui étaient dans le doghouse depuis des mois pour leur donner un poste de titulaire. Ça, moi, je pense que tu as trouvé ta hiérarchie de 11 de départ, mais tu n'as pas une équipe. Tu as un 11 de départ avec 2-3 gars en plus en ce moment. Parce qu'en même temps, la logique de la façon dont il a géré cet effectif-là, oui, Coccaro aurait du partir le match contre Charlotte. Ben oui. Mais en même temps, mais il était où Sunusi? Oui, mais il était où Sunusi Ibrahim depuis le mois d'août? Ben non, mais tant qu'à ça, t'as raison. Il t'en a donné, Mathias Coccaro, des occasions. La faute originelle, c'est-tu Nouvelle-Angleterre de bord? D'avoir mis Coccaro à la place, d'avoir lancé Coccaro. En même temps, en disant, t'es parmi mon top 3 des joueurs les plus rémunérés. Ah ouais, il va me gagner un match. Mais Sunusi Ibrahim, il n'a pas joué depuis le mois d'août. Il aurait dû jouer, c'est ça. Ouais, je comprends, mais au moins comme remplaçant. On parle de quoi? En même temps, samedi, tu fais quoi? Samedi qui vient de passer? Ouais, tu dis, OK, samedi à Charlotte. Moi, c'est Mathias Coccaro, 100%. Malgré la catastrophe qui nous a servi depuis... Comment tu passes de t'as pas joué là, depuis le mois d'août à tu commences un match où tu sais que tout le monde va pomper l'huile, tu vas avoir besoin d'énergie, peut-être que les phases arrêtées, Sunusi Ibrahim remarque de la tête, il est plus que bon, surtout pour sa grandeur. Comment tu passes de t'existes pas dans l'effectif à tes partants l'avant-dernier match de l'année où tu peux confirmer ta place en série? Okay, je comprends pas. On parle de la même chose. En même temps, je reviens juste à la décision de samedi. Tant qu'à faire. Même, même avec 6 matchs de ne pas jouer comme Sunusi Ibrahim, pour moi, je préfère 3000 fois Sunusi Ibrahim à ce moment-ci. Mais combien de fois? Mais c'est pas logique. Hey, regarde. Mathias Coccaro, Sunusi Ibrahim à eux deux. Alors, 23 derniers matchs combinés, 0 but. Non, mais pourquoi Sunusi Ibrahim n'a pas au moins été mis à contribution depuis le mois d'août? Tu as raison, mais c'est ça. C'est là, quand je te parle de gestion, je suis d'accord. Un entraîneur recru, puis on est d'accord, c'est la même affaire. Parce que c'est ça qui rend l'incohérence totale pour en fin de semaine. Moi, je suis prêt à accepter l'incohérence de comme samedi. Partant? Je l'ai dit que c'était pas un cadeau à y faire. Mais moi, il s'est bien débrouillé, t'as raison. Moi, ça fait juste dire, la seule affaire que je dis, c'est que tout le déficit de crédibilité qu'a Coccaro pour moi, maintenant. Moi, le match qu'il a fait en Nouvelle-Angleterre, le match dans une autre dimension, probablement. Tu sais, les multivers doivent exister, hein, parce que Coccaro n'est pas dans le bon univers en ce moment. Peut-être qu'on va, on va avoir le vrai Coccaro bientôt, mais dernièrement, c'est un multivers différent il est dans un multivers différent. Je suis d'accord, mais c'est pas des nouvelles de la fin de semaine. Il y a 3 choses, OK, par rapport à ça qui peut nous amener à... Je veux te parler de profondeur, je veux te parler des attaquants, je veux te parler de Tom Pierce. On va commencer peut-être par les attaquants. Okay? Je te suivais jusqu'à Tom Pierce, puis là, je suis un peu perdu. Raheem Edwards a vraiment pas été bon. En fait, non, mais attends une minute. On va faire une chose à la fois. Là. Juste pour les attaquants, on parle de Coccaro, Sunusi Ibrahim, puis Martinez. Okay? Ouais. Là, la hiérarchie, c'est Martinez 1, Coccaro 2, puis Sunusi Ibrahim 3, plus ou moins. Okay? Puis il y a pour un poste. Attends. Non, mais non, oui, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Il a pas commencé en fin de semaine, Coccaro. Ouais, mais c'est pas grave. C'est ça, là. Puis, on est d'accord. Attends une minute, accepte ça parce que Vas-y. Là, je t'ai rejoint. Puis moi, malgré la hiérarchie, j'étais d'accord de mettre Sunusi parce que je trouve que le numéro 2, c'est tout croche. Okay. Ceci dit,
dans le depth chart, dans la profondeur, Martinez est premier. Il y a une option pour l'an prochain, puis on en a parlé. Ça a été rocailleux comme passage, et même si ça va mieux, puis il y a eu un beau vidéo, c'est rocailleux. Ils sont capables de s'aimer. On a vu pire, ils sont capables de travailler ensemble. D'après-match? Oui, derrière chaque victoire. Oui, remettre. Le CF Montréal a fait une vidéo après la victoire contre Atlanta, puis on a vu Courtois et Martinez être amis, être capables de travailler ensemble. Je pense qu'ils sont très capables. Mais il y a une option pour l'an prochain. Ouais. Puis tu as une place pour ça, puis tu as un Martinez qui peut pas jouer 2 matchs de suite à la fin de l'année, notamment, aussi. Qui a jamais été physiquement à 300%, ou à 100% cette année. Il est à son mieux en ce moment. Il est à son mieux, mais son mieux... Non, c'est pas 2018. Là. Non, c'est ça. C'est un gars qui est éprouvé, puis c'est un gars éprouvé par c'est ça. Il faut le gérer. Coccaro, il reste encore 2 ans, plus 2 autres années d'option, 2026. Puis Sunusi Ibrahim, encore 2 ans. L'an prochain, tu repars avec ces 3 attaquants-là pour un poste. Mais non, tu peux pas. Okay. Je veux dire, ça te prend au moins... Ouais, mais c'est qui s'en va? Le premier? Ben, tu peux pas. Non, tu peux pas. Si le premier s'en va, Martinez, il faut que tu en aies minimum 2 qui s'en aillent. Ouais, mais qui en veut, Coccaro puis Sunusi? Ben, ça, je sais pas. Là. Tu peux les refiler, tu penses? Ben, moi, je pense T'as tout que... le temps dit à chaque torchon sa guenille. Moi, si tu te débarrasses de Joseph Martinez, il faut que tu claques minimum 1,5 si c'est pas 2 millions sur un attaquant. Tu peux pas juste espérer que les choses changent avec Sunusi Ibrahim. Moi, je crois que Coccaro est capable de marquer beaucoup plus que... Tu le mets dans la surface de réparation. 4 buts? Ben oui. Mais en même hot temps... take. Non, mais attends, Joseph Martinez... Ça, Jacob, prends ça en note. Joseph Martinez... Coccaro est capable de marquer beaucoup plus que 4 buts. Oui, mais attends, c'est quoi que tu as investi au fil des ans? Joseph Martinez, avec ses 2 buts contre Atlanta, il est devenu seulement le 2e gars à passer la barre des 10 buts depuis la saison 2018, si je ne me trompe pas. C'était Kyoto en 2022. Tu as une année record. Tu n'en as jamais des attaquants de 10 buts. C'est pour ça que moi, je pense que tu es obligé d'exercer l'option, à moins que ce soit une situation catastrophique qu'on a réussi comme à patcher pour la fin de la saison. Sinon, à la limite, rachète le contrat. Parce que là, tu as Jules-Anthony Vilsain là-dedans aussi. Là. Ouais, mais c'est un 9, Jules-Anthony. Jules-Anthony, en même temps, c'est de la profondeur, c'est de la jeunesse. Ouais, mais moi, je ne compte pas là-dedans. Mais tu as 0 certitude. Ce que je veux dire, c'est que Joseph Martinez, tu n'as jamais su comment ça allait se passer pour le gérer. Tu n'as jamais su comment il allait être capable de cliquer avec les autres. Il y a une chose que tu as toujours su. Mets-le devant le but, il va marquer. Tu peux dire ça de personne d'autre. Oui, mais Joseph Martinez... Oui. Non, mais c'est ça qui se passe depuis... Tu as mis 2 milieux offensifs. Mais un gars comme Sunusi, en même temps, là, attends une minute, on parle de hiérarchie. En ce moment... Dans le système Laurent Courtois, puis dans ce qu'on anticipe, comment ce 11-là va progresser, puis comment, à terme, une équipe mature sous Laurent Courtois, dans les idées de Laurent Courtois, va jouer. De ces 3-là, c'est Sunusi Ibrahim. Qui serait le numéro 1? Non, en termes de... Il n'est pas capable de combiner avec les gars. Si tu mais il est capable de prendre la profondeur. Ouais, il est capable d'être une soupape jouer dos au but. De la tête, c'est un échantillon. Ça fait quoi? Ça fait 4 ans qu'il est ici? Non, mais c'est pas... C'est un échantillon de 10 matchs, puis je suis d'accord avec toi sur sa saison 2024. Dans son profil, je parle juste de profil. Dans le profil... Non? Écoute, dans le profil, je pense que c'est peut-être... Peut-être, mais moi, je pense que... Le gars qui est plus jeune, qui peut courir plus aussi. Moi, je trouve qu'on est en train de réinventer le potentiel de Sunusi Ibrahim en raison de son année 2024. Je te parle même pas de Sunusi, je te parle juste de profil. Puis je te dis, dans ta décision, ultimement, Martinez, c'est-tu vraiment un profil? Iscar, c'est un talent extraordinaire. Et tout. En même temps, physiquement, il n'est pas à son mieux, puis ça va pas aller en sans mieux temps. Sa personnalité, si ça prend l'eau à un moment donné, il y a une tempête, pas certain que c'est le gars qui va être le plus solidaire nécessairement. Ouais, mais là, on est-tu capable de sortir une voile à un moment donné, puis s'il y a une tempête... Profondeur. Veux-tu parler de profondeur? Oui. J'ai dit qu'il a coupé son banc, Laurent Courtois. C'est très bien, parce qu'il a gagné. En même temps... c'est le temps de l'année aussi. C'est le temps de l'année. Ouais. En même temps... Non, c'est... Saliba est suspendu, là. Hey, ça, là, on est dans la partie négative, on s'entend, là? Parce que celui qui devrait prendre sa place, Saliba, là,
il coûte 1,3, 1,5. Non. Celui qui devrait prendre sa place. Yellow? Non, mon hot take, c'est Mathieu Choinière. Ouais, en ce moment, ben non, mais moi... Si on s'était pas un peu tiré dans le pied, là, il y a des gens qui vont dire que je suis révisionniste, des gens en club qui vont dire que je suis dur, mais on sait... La situation de Mathieu Choinière a été un peu accélérée, voire provoquée par la gestion du dossier Mathieu Choinière. T'as raison, sauf que... Il y a un monde où Mathieu Choinière est encore ici à ce moment-ci de l'année. Ouais, c'est là... Dans un multivers. Parce qu'il y a aussi un monde où t'as pas trouvé le trio Martinez, Clark et Duke parce que t'as besoin de faire jouer Mathieu Choinière et que ça arrive jamais. Le 19 octobre, qui joue là, au milieu? La logique. OK. C'est la même chose que notre discussion à propos du 9 à Charlotte, Sunusi ou Coccaro. La logique. À Charlotte, c'est Coccaro. Ouais. Contre New York, la logique au milieu de terrain, c'est Bryce Duke. C'est lui qui s'est plus entraîné là, puis c'est lui qui revient. Attends. Mais mon choix, comme Sunusi aurait été mon choix à Charlotte, et que je le valide, qui n'est pas logique, mais qui est le choix à faire, à mon avis, monte Waterman. Ben ouais, je suis 100% d'accord. Monte Waterman avec Mais Piet. ça, là, ça te montre exactement comme Sunusi Ibrahim qui revient de nulle part. T'avais pas entretenu. Encore, c'est un truc qu'on néglige tellement de Wilfrid Nancy à Montréal. Il gardait tout le monde impliqué d'une manière. Il y en avait de la rotation sous Wilfrid Nancy, mais c'était pas aléatoire. Tu sentais qu'il y avait une logique parce que le championnat canadien s'en venait dans 3 semaines. Il y avait une série de 3 matchs en une semaine. Puis là, il savait qu'il avait besoin d'essayer quelque chose ou de donner du temps de jeu. T'en as-tu besoin de Victor Wanyama en ce moment? Ouais. Oh, ouais. Tu sais, c'est une catastrophe, ça. Puis je suis pas en train de mettre ça exclusivement dans la cour de Laurent Courtois, mais c'est une catastrophe. Mais moi, je mets ça dans le grand tout d'entraîneur recru, structure, directeur sportif, directeur technique qui part à la mi-saison. C'est tout. C'est une méga année d'apprentissage. Tu parles d'année recrue. Est-ce que Nathan Saliba est sur le terrain en fin de semaine pour se prendre un carton jaune si Laurent Courtois est à sa 2e ou 3e saison? Toi, ça t'a fatigué. Hein? Ah, moi, en fait, ça m'a fatigué dès le début de la rencontre parce que j'ai regardé le match. Mais puis, attends, il fallait qu'il soit là dès le début, là, non. Saliba. Non? Non, parce que moi, j'ai toujours... Premièrement, t'aurais mis Waterman, justement? Saliba à Atlanta pompait l'huile. Ouais. C'était clair qu'il allait... Seul. Ben non, je sais, mais les autres n'étaient pas en danger de suspension. Nathan Saliba s'est pris des cartons jaunes inutiles cette année. J'ai une admiration sans borne pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il a le potentiel de faire. Mais sa plus grande qualité, c'est pas de savoir quand pas agripper un gars, pas tacler. Il n'est pas rendu là dans sa maturité. Quand tu en as parlé avec Vincent Détouche en tout début de rencontre, c'était lui et Campbell qui était passible. À la limite, là, même Campbell qui a été super bon. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Dès que vous avez dit ça, parce que j'avais oublié le fait qu'il était à un carton jaune d'être suspendu, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? D'abord, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? Puis après, pourquoi t'enlèves Samuel Piette, qui pour moi était de loin le meilleur des deux, puis tu refais redescendre Bryce Duke? Ben, Duke, Saliba, c'est 2 gars un petit peu plus tournés vers l'attaque. T'as besoin que Piette reste là. J'ai pas compris ça. Puis qu'ils se prennent un carton jaune, ça, je suis désolé. Pour moi, ça tombe dans la cour du staff. Tu sais, des fois, il y a des grosses nuances. Celle-là, Saliba doit pas être sur le terrain, à mon sens. Venir, hein. Tout court pour ce match-là ou à la fin. Le carton jaune survient 3 minutes après la sortie, 3 ou 4 minutes après la sortie de Piette aussi. Mais tu sais, il y a des tous questions les de facteurs étaient là. gestion physique. Hein. Mais sors les deux. Ouais. Redescends. Tu sais, pour moi, ce match-là, puis là, ça devient du gamble. Mais pour moi, ce match-là, t'allais jamais le gagner. T'allais au gros plus faire un match nul. Mais non, mais c'était un match nul, ce match-là, non? Parce que Charlotte, c'est un gros bloc défensif. C'est assez simple comme tactique aussi devant. Écoute, moi, c'est assez simple, mais c'est une équipe qui est sur une bonne séquence. T'es sur la route, t'es ton 3e match en une semaine. Puis là où t'as mis ton argent, là, c'est sur Atlanta. Puis ça a payé. T'es passé à la banque, t'es passé au casino, ça a fonctionné. Nathan Saliba, moi, je pense que c'était le mettre dans des dispositions où il y avait toujours un énorme danger. Hey, c'est un gros... Puis t'as pas de backup. Non. Comme t'as dit, si tu sais que t'as 2 ou 3 gars qui peuvent jouer à sa place, tu dis, OK, hey Nathan, sois responsable, mais là, t'as personne d'autre. Moi, j'ai vu Biello sur le terrain qui a pris la place, sur le banc, qui a pris la place de Yankov. Puis je l'ai dit dans le reportage, j'étais persuadé que Biello allait rentrer en me disant, faut qu'il trouve, faut qu'il...
faut qu'ils mettent quelqu'un au milieu de terrain. Parce qu'ils sont là pourquoi? Sinon, ces gars-là. Puis si tu crois pas en ces gars-là, ça veut dire que tu crois exclusivement en Nathan Saliba et Samuel Piette, c'est correct, mais protège-les. C'est des grosses bouchées pour Biello. Ça aurait été des grosses bouchées qui n'a pas joué depuis le championnat canadien. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout rendu là? C'est de protéger, c'est de le mettre en difficulté, lui. Mais si tu lui dis, regarde, nos attentes ne sont pas élevées, vas-y, fais de ton mieux. La raison pour laquelle tu joues, c'est pour protéger Nathan Saliba, puis nous protéger, nous. Parce que je suis d'accord avec toi. Waterman au milieu le 19 octobre. L'autre changement, là, aussi, parce que ça aussi, c'est une année d'apprentissage pour les changements. Je suis pas sûr que c'est vraiment une de ses qualités. Tu as eu Nick DeSantis dernièrement, pour tout ce que j'ai toujours, tous les griefs que je peux avoir pour son travail, là, à Nick. C'était, et ça demeure à ce jour un des gars qui sentait mieux le match. C'est en cours de match, tu veux dire? Des gars qui pouvaient faire de très bons changements. Il y en avait 3 à l'époque là, aussi. Il faudra voir comment ils se débrouilleraient avec 5. Mais tu t'as parlé de Raheem Edwards, qui a été bon à Atlanta, mais mauvais en première période. C'est le pire match que j'ai vu un joueur... Sors là à la mi-temps. À Charlotte, tu veux dire? Ouais. Il a pas mis un pied devant l'autre. Sors là à la mi-temps, mets Pierce à 1-0 en plus. Ben oui, 100%. Mets Pierce, puis laisse Sunusi, on parlait de Sunusi, puis de l'aider, puis de faire justice. Donne 10 minutes à Sunusi pour voir ce qu'il va faire avec Pierce. Ouais, 100% d'accord. Parce que Raheem Edwards, puis pour moi, c'est pas un désaveu à Raheem. Il n'y a plus rien. Non. Il n'y a rien à donner. Lui, Nathan Saliba a perdu beaucoup de Il a donné 3 passes aussi. clés. Hein. Ça, par contre, je trouve à Atlanta, 3 passes clés, Raheem Edwards. Ouais, je sais. Des passes clés pour situer, c'est des passes qui mènent à une occasion. En fait, pas une occasion de marquer, plus à un tir. Mais corrige-moi si je me trompe, là, mais c'est arrivé tellement souvent cette saison qu'on a dit, ouais, avec le data, la charge de travail, il faut regarder qui est capable d'enchaîner. Puis là, tout d'un coup, tu tires sur l'élastique autant que ça. Mais c'est correct. Moi, le constat, si tu retires Raheem Edwards, là, moi, Laurent Courtois, j'y en veux pas. Tu as essayé, tu as pensé qu'il était capable d'enchaîner un 3e match. Ça n'a pas fonctionné, pas de problème. C'est ça la beauté post-pandémique. Tu as 5 changements, puis une free pass à la mi-temps. Utilise-la. Surtout quand... puis on a eu le même... Fallait à la mi-temps. Puis on a eu le 5-0... en fait, le 2-2 contre Nouvelle-Angleterre. En Nouvelle-Angleterre, il y a des changements, ils s'en sont sortis quand même. Il y a des changements qui auraient dû arriver plus vite, parce que tu parles de principes. Ça, j'ai aimé ça aussi, ton commentaire par rapport à ça. Tu as des principes, le gars arrive en retard à l'entraînement, il joue pas. Ouais. Le gars, il joue pas dans le match, ou il est tout croche dans le match, en way, sort. Ça va des deux bords aussi. Bon, on a-tu fini avec le négatif? Moi, je suis un peu tanné de négatif. Parfait. On va débarquer de Twitter. On va faire sonner la cloche. On s'arrête un instant, puis positif après. Est-ce qu'on s'arrête ou on embraye? Fais juste une pause. Là. Retiens ton souffle. Fais comme Anthony Desaulniers, le cousin d'Anthony Desaulniers. Fais champion du monde de retenir ton souffle. On est de retour. C'est l'heure du positif. Aïe, aïe. Bon. On commence avec quoi? Parce qu'il y en a, là. Ça me fait beaucoup penser à la fin de la saison dernière où il y a énormément de gens qui disaient « Cette saison-là, c'était juste du négatif mur à mur. » Puis tu regardes l'an dernier, record de blanchissage, les Québécois qui jouent, Jonathan Sirois qui s'est imposé. T'avais beaucoup... Les abonnements de saison l'an dernier, le stade était plein. Le stade était plein. La relation avec les supporters aussi qui avaient pris du gros mieux. Bref, un an plus tard, ça ressemble à quoi? Là? Moi, dernièrement, ça a été dur, je pense, pour les partisans en milieu d'année, où c'était dur à regarder aussi, voir jouer. Moi, je trouve que c'est une équipe qui a des idées, puis c'est une équipe aussi qui a développé une lucidité. Et ça, parce que... avec son 11. Je t'ai peut-être déjà dit, il y a des commentateurs de Apple avec qui parlent, ceux qui font les matchs aussi. Bref, on en croise plusieurs. Fait que c'est intéressant de voir leur point de vue sur extérieur, sur l'équipe. Puis il y a un gars qui avait utilisé Laurent Courtois est dogmatique. Ouais. C'est-à-dire qu'il insiste sur sa façon de jouer, puis ça change pas, puis on s'adapte pas, on joue à notre façon, puis on joue comme on veut jouer. Donc, comme Sirois l'a fait en fin de semaine. Exact. C'est un côté positif et négatif, en le sens que justement, faire répéter les mêmes erreurs constamment, à un moment donné, il y a un exemple entre l'entêtement et la stupidité. T'sais. Mais au contraire, moi je trouve que ça a payé à ce moment-ci parce que c'est une équipe qui a des idées. En sortie de ballon aussi, c'est franchement intéressant. Ouais. C'est beau à voir jouer. C'est agréable. Je sais pas comment les gens le vivent devant leur téléviseur, mais en tant que descripteur, je trouve ça excitant. Deuxième chose, lucidité, c'est incarné par un gars. Tu l'as mentionné son nom, puis je pense que je l'ai lu dans
dans le texte de Jean-François Théotonio de la presse, George Campbell. Tu sais, George Campbell, là, c'est un profil. Moi, je l'aime beaucoup depuis. Je trouve que c'est un bon recrutement depuis longtemps. Puis il y a eu des moments difficiles. Ouais. Il a donné des buts à l'adversaire. Il y a son jeu, encore à ce jour, pour espérer passer à l'étape supérieure, c'est quoi, le championship ou peut-être l'Europe ou quoi que ce soit. Ouais. Si jamais il pense à ça, il y a du déchet dans son jeu. Puis il y en a encore. Puis dans sa prise de décision. Mais il est beaucoup plus lucide qu'en début de saison. Ouais. Il joue court quand il faut jouer court. Puis il joue plus long, il rallonge, où il trouve les solutions, il joue simple quand il faut jouer simple. Il est beaucoup plus lucide, George Campbell, puis ça incarne tout ce que le CF Montréal fait beaucoup mieux depuis 1 mois et demi. C'est une équipe, avec beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de lucidité, des idées claires aussi. La tempête est passée, on a comme fait, bon, OK, let's go. Mais ça résume, tu as raison, mais ça résume parfaitement le changement majeur post-Coupe des Ligues, c'est que c'est stable. Tu dis, il joue court, il joue long, il joue. Il joue tout court. Joseph Martinez joue. Les gars jouent à leur poste. Puis je pense que c'est ça qui fait que tu es capable de repérer. Tu l'as vu à la fin, là. Il y avait quoi? Il y avait 5, si c'est pas 6 attaquants à la fin du match contre Charlotte? Ouais. Écoute, ils étaient tous là. Ouais. Mais ça allait nulle part. Parce que tu savais pas à qui donner le ballon pour essayer de nourrir tes attaquants. Non, mais on attends. est dans le positif. Non, là. je le sais. Mais justement, on est dans le bout positif. Justement, ton 11 de départ, tu sens qu'il y a, OK, ça clique. Si Laurent Courtois a devant lui des gars en qui il croit, puis il est capable d'avoir les répétitions match après match, ce qu'on disait, qui semblait un peu difficile à croire à un moment donné pendant la saison 2024, qu'on était de retour à quelque chose qui ressemblait plus à Wilfried Nancy, bien là, tu le vois, là. Ouais. Il y a des patrons de jeu qu'on voyait plus, on trouvait que c'était très aléatoire, ça ne l'est pas depuis quelques semaines, puis tu as raison, George Campbell en est un exemple parfait. 2 choses. Les stats, il y a 95% de passes réussies contre Charlotte, 92 contre Atlanta. Des bons. Ça a toujours été aussi le deuxième joueur qui touche le plus de ballons derrière Waterman, là, parce que Waterman, au cœur de la défense, c'est lui. Ouais. D'ailleurs, juste petit clin d'œil. Attends, je l'ai ici. Ouais, c'est 100. La misère avec ma propre écriture. 137 ou 147, en tout cas, bref. Waterman, non, 147. C'est ton écriture ou tes yeux? 147 ballons touchés contre Charlotte, Waterman. C'est lui qui en a touché le plus, ou du moins des passes. Je veux dire, passes complétées. Et 79 contre Atlanta. Juste te dire comment la physionomie des matchs a été différente. C'est le double. Ça me surpris, mais c'est le tout. Il aurait aimé ça en toucher 138 ans. Quand même, l'échapper, le 1 contre 1 sur le deuxième but. 147, 79. Waterman. Bon, 148. Il aurait aimé ça en ajouter juste un petit. Ouais, il n'avançait plus à ce moment-là, mais bon. T'as raison. Non, c'est vrai, il reculait. Oui. Campbell, il y a des gens qui le monitorent, hein, en même temps. Je vous apprends rien, là, puis c'est pas un gros scoop, là. Il y a une tonne de gens qui regardent une tonne de joueurs, puis Campbell fait partie des gars qui est possible de... il y a des dépisteurs qui l'ont regardé cette année. S'il jouait comme ça, il était aux Olympiques. Là. S'il jouait comme ça en début d'année. Campbell, Alvarez, Saliba. 3 gars qui sont dans le modèle d'affaires du CF Montréal, c'est-à-dire de prendre des joueurs, puis de les faire jouer jeunes, puis de leur donner des compétences, puis de les monter. Écoute, ces 3-là, serais-tu surpris de voir, on vient de parler de Campbell, je pense que tu es d'accord, mais en même temps, ça reste à voir qui viendrait pour George Campbell. Les voir partir? Mais oui. Cet hiver? Ben, peut-être pas cet hiver. Mais tu parlais de Saliba l'été 2025. Moi, Saliba, c'est absolument pas une surprise. L'été 2025, surtout 2025. Dans le cycle de la Coupe du Monde aussi. Oui. George Campbell. Non, je dis pas, mais il y a moyen de le vendre 1 million. Ah, mais si tu y fais une autre saison, tu sais, il y a moyen de... Non? Mais tu as parlé du championship tantôt. S'il est capable d'enchaîner, parce que c'est ça le gros défi, polir un peu son jeu, balle au pied, puis d'enchaîner des matchs où physiquement, pour gagner des ballons, il est solide comme il l'est en ce moment, ça peut aller super vite, là, parce qu'un club de championship qui serait prêt à claquer plus qu'1 million, là, 3, 4 sur un défenseur comme ça, regarde ce qu'Alistair Johnston est en train de faire à Celtic. Mm-hmm. Il est rendu capitaine. Mais ça, c'est parce qu'il a été capable d'être super stable ici. Puis tu as un club qui a dit, basé sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est exactement le profil dont on a besoin. Est-ce qu'il y a des clubs en Europe, particulièrement en Angleterre, qui pourraient chercher un George Campbell? Oui.
Alvarez, là, c'est trop en dents de scie encore. Puis moi, je suis un peu inquiet pour sa vitesse. Ça dépend du genre d'équipe, ça dépend du genre de style de jeu que tu veux avoir. Pour lui, je suis pas capable de statuer tout de suite. OK. Ouais, c'est fair pour sa vitesse. Moi, je l'aime bien. Je trouve que c'est un gars qui est à son affaire. J'aime bien comme personne. Ses devoirs, peut-être. Il fait ses devoirs. Avant de souper, juste avant de souper, il fait son lit, brosse ses dents. Je suis très, très content d'Alvarez. Hey, on parlait de profondeur tout à l'heure du côté négatif, mais en même temps, là, tu serres les dents. Tu sais, le fait, justement, que tu as trouvé ça, tu as ton équipe, là. Pour aller en série. Ouais. Puis tu joues Charlotte, tu serres les dents. Tu as un repos avec la pause internationale. T'en perds 3, tu sais, c'est tout. Dont le gardien. C'est Roy qui est sûrement capable d'enchaîner. Écoute, tu vas avoir une équipe reposée contre New York. T'as bien fait de relancer. Puis c'était exactement ce qu'il fallait faire. Puis la bonne nouvelle avec le match du jour de décision, c'est que tu le joues à la maison. Puis ça, moi, là, c'est tellement une belle récompense pour des supporters qui ont répondu présent d'un bout à l'autre de l'année. Tout le monde a parlé de Lionel Messi le 11 mai, etc., etc. Ce serait-tu pas extraordinaire de le revoir au stade, pour vrai? Là? Non, prends 2 secondes pour y penser. Puis je comprends, là, j'ai écrit un article la semaine dernière, puis j'ai dit, je comprends, là. Faut pas vendre la peau de l'ours, mais imagine, ils reviennent. Ce serait pas extraordinaire? C'est qui ferait comme Lorenzo Insigne, là? Puis qui prendrait son maillot? As-tu vu ça en fin de semaine? Ouais. As-tu vu John Herdman? Je vais rester dans le positif. Ben, c'est positif pour les fans du CF. Oui, c'est vrai que c'est positif. Mais tu vois, c'est excitant comme fin de saison je aussi. Sais, c'est ça que je te dis. Ça, par contre, là, puis à la limite, aussi, juste au niveau des médias, inversement, si Atlanta avait été samedi, si on avait inversé Atlanta-Charlotte, ils ont gagné pour la première fois de leur histoire au Mercedes-Benz. Ouais. C'était 0-6, du moins 0-5-1 pour être plus précis. Écoute, ils ont aussi fait un match contre Charlotte, qui est une défensive de feu, une des meilleures, je pense, mais on l'a vu encore. C'est un bloc qui est solide derrière. Une équipe qui avait trucidé Nouvelle-Angleterre puis Chicago par 4 buts à chaque fois, puis qui avait fait match nul contre les champions de la saison, Miami en plus. Puis ils les ont tenus, puis c'était un match qui était clairement à leur portée, là. Avoir un peu plus de lucidité puis un peu plus de jambes correctes, là. Montréal est en mesure de faire un 0-0 ou un 1, j'insiste là-dessus. Fait que moi, je trouve ça excitant. Puis il y a des gens qui vont dire, qui vont prendre ce parti-là. Tu sais, tu parlais de Steph Gonzalez qui disait « Ah, ça va changer le narratif. » Moi, je trouve ça que faire les séries, c'est une saison le fun. En fait, ce qu'on vit, là, c'est le fun. En tant que partisan du CF Montréal. On fera les comptes après, puis l'an prochain, en vue de la saison 2025, les gens diront, OK, là, c'est assez là, d'être 8-9e, mais en ce moment, cette course-là, s'ils réussissent à se qualifier pour les séries, l'excitation que j'aurai dans les 90 minutes, en tout cas, je pense que les fans vont avoir dans cette petite finale contre New York, c'est ça qui importe quand tu regardes du sport aussi, c'est l'enjeu du moment, on s'entend que il faut gagner. Si t'es au marketing au CF Montréal, là, c'est du bonbon ce dernier match-là. Là, pour créer du hype. Ouais. Tu sais, t'as Martinez qui décolle. On s'entend que, je le répète, là, marqué 10 buts au CF Montréal. T'es pas à Portland où t'en as au moins 3 qui ont passé les 14-15. T'arrives au bon moment avec un Caden Clark qui est débarqué. T'sais, il t'a quand même fait oublier le fait que Mathieu Choinière soit parti. Je comprends là, qu'on en parlait tout à l'heure, mais Caden Clark fait une méchante job. T'arrives, tu vas avoir une équipe super excitante pour ton dernier match de l'année où tu as ton destin entre tes mains. Tu fais match nul, c'est suffisant pour moi, je suis hypé pour le dernier match. C'est ça que je dis aux gens. Puis ils ont gagné des matchs qui n'étaient pas nécessairement supposés de gagner. M'excuse de la référence très catholique, mais ils ont ressuscité dans le dernier mois. Puis ça, en tant que partisan, c'est excitant. Écoute, ça enlève pas que la saison, c'est pas quand on fera les comptes, justement, c'est pas la meilleure saison, puis ça reste une saison où tu as terminé 8 ou 9e, ou peut-être 10e, peut-être aussi. Mais le moment, là puis on n'est que ça en commentaire sportif, puis on n'est que ça en partisanerie. Le moment, là, je suis hype, je voyais les gars, puis je les ai vus arriver de Charlotte parce qu'on a pris l'avion ensemble. Puis les gars avaient la face certains un peu longue. J'ai dit, hey, si j'étais le coach, j'étais le directeur sportif, je serais les boys. 13 points en 18. Non, c'était hallucinant.
Non, c'est incroyable. Puis j'ai pas fait la conversion, mais c'est dans le top, dans le premier tiers de la ligue. Là. C'est pas dans le top sur 3 cette ou 4. séquence-là? Ouais. Non, mais il n'y a pas grande équipe qui a fait autant de points dans les derniers mois. C'est inversement proportionnel à Toronto. Puis, non, mais finir aussi devant Toronto aussi. J'avoue que c'est un peu jubilatoire. Parce que c'est les méchants. Puis Toronto, et là, ça c'est positif. Puis j'ai toujours dit ça, puis tu le sais, c'est mes méchants préférés. Ça a toujours été par rapport au CF Montréal. Lex Luthor, Michael Bradley, Josie Altidore. C'est du monde qui sont faciles, qui sont agréables à détester. Et ils dépensent beaucoup. Insigné. 14 millions. Tu fais les séries là, devant Toronto. Puis t'arrives à rentrer dans les séries à proprement dit. Là. Puis t'as Lionel Messi qui débarque. Le clash entre le cynisme que t'avais en fin de semaine au BMO Field quand Messi est rentré, Insigné rentre, puis t'as son coach qui dit presque texto, il est juste rentré pour aller chercher le maillot de l'autre, puis après ça, il est rentré prendre sa douche. Pendant ce temps-là, quand t'as un gars qui représente la masse salariale du CF Montréal au grand complet à Toronto, qui est éliminé. Toi, tu continues ton chemin. Insigné gagne plus que l'ensemble du CF Montréal. Non, mais c'est ça, c'est lui. C'est ça que je te dis. Insigné, seul. T'es Gabriel Gervais. C'est sûr qu'il faut que tu fasses attention de ne pas avoir l'air cheap, mais t'es-tu en train de te frotter les mains puis en train de réconforter ta mais position? Ça, c'est pas pour... oui, tu réconfortes ta position, mais non, mais au-delà de tout ça... C'est deux choses. Gabriel Gervais, moi, c'est sa gestion. C'est juste en tant que partisan, là, ils font... T'es à chaque bout du spectre. Là. Ouais, je sais, mais... Tu as toujours été à chaque bout du spectre. Mais ton bilan de fin de saison, là, tu penses-tu que ça fait pas partie... S'il se fait demander, allez-vous investir dans un gros joueur désigné l'an prochain? Allez-vous être agressif? Ben, vous savez, on le voit que c'est pas juste les dépenses qui font en sorte que tu as du succès sur le terrain. C'est un scénario idéal, moi, je pense, pour Gabriel Gervais. Martinez aussi. Écoute, puis ça aussi, dans le plaisir, genre, des fois, il faut se le dire. Parce que tu fais, une erreur, on regarde, il n'y a pas... Tabarnouche. C'est un sacré attaquant. Tu sais, puis Laurent Courtois, malgré, puis c'est peut-être aussi ce qu'il l'a perdu, mais tout au long de l'année, il parlait de Formule 1. Je pense qu'il a utilisé ça aussi en public. Il voit des choses que personne ne voit. Il est dans une autre stratosphère au niveau Martinez? Du talent. Oui, au niveau du savoir, du IQ. Ben, la passe à Opoku en fin de match, il pète sa coche avec Opoku. Elle est un peu donnée longue, par contre. Non, je suis 100% d'accord avec toi, mais ça va, quand il y a peu d'espace comme ça, là, pour combiner à 2, à 3, tu le sens que ça va tellement vite dans sa tête. Et c'est là où, si l'an prochain, tu le gardes, il faut que tu aies des gars qui vont à la même vitesse autour de lui. Opoku, je pense qu'il est capable. Moi, je l'aimais beaucoup au LAFC. Tu as plus de potentiel qu'avec Bryce Duke. C'est pas le même joueur. Non, je sais, mais t'en as juste 3 que tu peux faire jouer dans un système sûr. comme ça. Non, mais Bryce Duke, il sait pas sa place. Ouais, mais elle est où sa place? Moi, je l'aimais bien en 8, parce que 3 buts, 4 passes. Il gagnait, c'était à mi-à-mi, où ça se résumait à donne ça à Higuaín. Ça accélérait, tu sais, dans le tiers du milieu du terrain, là. Moi, j'ai cette vision-là de lui à Miami où il accélère. Ouais, mais Saliba, Piet, les deux le font. Puis ces deux-là gagnent des ballons en plus, puis en perdent très peu. Non, moi, avec le temps qui passe, Bryce Duke, s'il est capable de se trouver une passe décisive dans le dernier tiers, j'achète. Autrement... En même temps, tu passes-tu à 4 l'an prochain, Bryce Duke? Hey, là, on commence à être stable, là. En même temps, ça a souvent été une idée, ça, de encore toi passer à 4. Pourquoi pas? En même temps, c'est l'an prochain. On va rester à cette année. En même temps, c'est pas de la déstabiliser, c'est des principes de jeu. C'est après ça, la disposition des joueurs sur le terrain. Quand tes principes sont là, t'es malléable, puis t'auras une entre-saison pour préparer ça, une pré-saison, t'auras un début d'année. Moi, je trouve qu'on a été malléable toute l'année, là. Malléable comme dans... On essaye quelque chose le mardi, on essaye quelque chose d'autre la semaine suivante. Là, t'as quelque chose qui fonctionne, commence pas. T'as passé la tempête. Là. Ben oui, mais non, mais cette année, c'est correct, là, mais l'an prochain, voyons donc. Ça. On s'en reparlera à la fin de l'année. Voyons donc. C'est pas la première équipe qui va changer leur T'as-tu d'autres éléments positifs? Là? Non, mais Martinez, je voulais juste dire à quel point il est extraordinaire. Puis je reviens, en fait, j'ai pensé aussi, surtout à Atlanta, je pensais à toi, parce que dans notre dernier podcast, on a posé cette question-là. Puis je pense qu'il n'y avait pas de... personne n'avait de réponse claire. Qui est joueur par excellence du CF Montréal? Juste, puis je sais que c'est sur l'ensemble de la saison, mais
J'ai presque plus le choix. Ben non. Après les 2 buts qu'il marque, il n'y a pas d'autres attaquants qui il va marquer contre New York. Il va marquer contre New York. Il va passer à 11. T'es loin des 15 de Kyoto en 2022, mais en même temps, s'il avait joué. Ouais. S'il avait joué davantage. Écoute, ça se fait dans le timing, là, juste pour conclure là-dessus, c'est tellement MLS, ce qui se passe avec le CF Montréal en ce moment. C'est en 2016, si je ne me trompe pas, que Siggy Schmidt... Seattle? Les Sounders, Siggy Schmidt se séparent, entre guillemets, à l'amiable. Brian Schmetzer arrive. Ils étaient derniers, si je ne me trompe pas, de l'Ouest. Puis ils finissent par battre le Toronto FC en finale de Coupe MLS. Pas en train de comparer les deux. Mais ça te montre que si tu arrives à piquer au bon moment, si tu trouves ta recette puis tu peux être surpris. Moi, je les vois pas battre l'Inter Miami, mais est-ce que tu peux te rendre au premier tour des séries à proprement dit, ayant joué 2 matchs de série à domicile? Ce serait une réussite. Oui, exactement. Puis ça serait extraordinaire, puis ça serait le fun. C'est ça que je dis aussi, parce que, tu sais, on fait ça, nous autres, on a fait un top 10 des meilleurs entraîneurs, puis je t'ai mis même Frank Lopez 3e, puis je pense qu'il y a plusieurs qui m'ont dit, c'est sûr que tu regardes les chiffres, mais quand tu étais là, c'est pas le 3e meilleur entraîneur de l'histoire du CF Montréal. Ceux qui l'ont vécu le savent. Ouais. Ceux qui ont regardé juste les chiffres, comme moi j'ai fait, l'ont mis 3e. Mais ceux qui étaient là l'ont mis 9e. Puis je pense qu'il y a ça. Puis justement, si CF Montréal se rend... Là, on se devance en maudit en pensant à Miami. Mais pas tant que ça, t'es à 2 matchs. Non, je sais, mais encore faut-il qu'il gagne. Mais juste ça, puis s'il devait se rendre jusqu'à Miami, ça aurait été des émotions, de la passion, ça aurait été du fun en fin de saison. Puis même s'ils finissent 8e ou 9e, qui est pas une très bonne position dans les circonstances en MLS et dans l'Est, le ratio de bonheur qu'ils nous auront donné en fin d'année aura été grand, puis ça aurait été le fun comme fin de saison, puis ça va donner le goût de dire « Hey, l'an prochain, let's go gang, je pense qu'on est capable de faire encore mieux, puis d'aller retrouver encore plus d'émotions. » Bon, terminé, positif, négatif? C'est le bout de positif, ça. Ben oui, absolument. Tu m'aimes-tu mieux jovialiste ou négatif? Moi, je t'aime mieux quand tu donnes pas des coups de pied sur la table parce que je sais pas ce que ça fait avec notre micro. Puis Jacob vient de rire. Ça fait du beat. C'est ça. On s'arrête-tu un instant, puis après ça, on parle d'équipe nationale? Yes. All right. Au fond des filets, le podcast. Avec tout ça, tu sais, question de faire du pouce un petit peu. Tu as quand même encore 3 joueurs sélectionnés en équipe nationale. 3. Mais avec tous ceux qui sont partis. Ouais, là, je veux dire. La chose qui peut faire rendre un podcast intéressant, c'est parler de Samuel Piette, je pense. Toujours. Non, pour de vrai, parce que les 3, on pourrait le dire. Je te l'ai dit, c'est roi. D'ailleurs, en passant, là, petit clin d'œil, je vous mets la puce à l'oreille. James Pantemis a joué en fin de semaine pour les Timbers de Portland. Ouais. Et James Pantemis est en train de faire une saison fort intéressante. Je sais pas si tu as des contacts à Portland, mais parlez aux gens de Portland autour, puis on est franchement très satisfait et très intéressé par James Pantemis à Portland ces temps-ci. C'est assez hallucinant parce qu'il revient de loin, presque aussi loin que Matko Miljevic aussi. Je te dis ça, toi puis moi. Matko Miljevic? Non, c'est... OK. T'es allé faire une virée dans le 4-5-0, là? Oui. OK, exactement. Parfait. Allez faire vos recherches, puis vous aurez compris ce que Fred vous dit sans vous le dire. Top, je suis content pour lui. J'ai fait un match Vancouver-Portland parce que je pensais pas que tu allais me parler de ça. Phil Neville est très favorable à James Pantemis. Je pense que Phil Neville a été un peu déçu de Max Crépeau en fonction des attentes qu'on avait pour Max Crépeau. Pourtant, c'est vraiment bizarre parce que son année 2024 à Max est ultra réussie à cause de l'équipe nationale. Tu sais, sa Copa América a été phénoménale. Mais après, tu as une équipe qui est juste capable d'attaquer à Portland, qui n'est pas capable de défendre. Puis ce que Neville disait, c'est... Ce serait intéressant, ça, d'ailleurs, de faire le calcul. C'est le genre de truc que tu aimes, je pense. Neville disait, un gardien doit amener un minimum de 9, idéalement 12 points par année. Non, mais après, on peut en débattre, mais... T'en as-tu de la pression quand t'as une équipe qui fait juste aller dans une direction? Comme Portland, ils se sont fait... Ça défend pas. Il faut qu'ils marquent 3 buts à chaque fois parce que... Mais il y a quelqu'un, je vais aller là aussi, je vais renchérir. Il y a... c'est un observateur, OK? C'est pas le secret des dieux, mais quelqu'un qui a des bonnes antennes. Il s'est demandé à voix haute, à savoir, parce que Max... Crépeau est un des bons gardiens de la MLS. Ah ouais? Puis on l'a vu avec Phil Neville a dit que c'est un top 5. Ah oui, assurément. Il a dit ça texto. Mais dans les faits... Mais au salaire, oui. Puis avec James Pantemis qu'on aime, est-ce que... La question est légitime.
Déjà, c'était bizarre de chez bizarre d'aller chercher James Pantemis. Ouais. Puis après ça, quelques semaines plus tard, mais non, mais ce qui est bizarre, qui est pas bizarre, mais ce qui est surprenant, c'est qu'après la saison qu'il a fait à Montréal, puis après le fait, on s'est dit, il se retrouve-tu une place dans le monde du soccer à la limite, là, James Pantemis? Ah ouais. Il a fait une très très bonne saison, puis bravo à lui. Bravo à Max s'en va ailleurs, juste pour conclure là-dessus. Max s'en va ailleurs en MLS, si c'est le cas, ou il s'en va en Europe? Les deux. Si je suis quelqu'un en MLS, je le prends. Écoute, t'as vu comme Kalina aussi est bon? Crépeau n'est pas aussi bon que Kalina, ou différent, mais c'est un... pour une équipe là, qui a des aspirations, Max Crépeau, il a gagné la coupe. Là. 100%. Il est sorti, il a payé pour, mais il a gagné la coupe. Puis Max, je le prendrais demain matin. Bon, parlant de Max, bon chum à Samuel Piette, exact. Ouais, il n'est pas là encore, les gens, tu sais, je pense qu'on a misère à l'appréhender. Oui, deuxième fois de suite, il n'est pas rappelé. Je pense que c'est clair. C'est le style de Marsh. Il ne fit pas avec le style de Marsh. C'est pas une question de talent ou d'appréciation ou de qualité du gars. C'est une question de fit. Je pense à Patrice Bernier. Je pense que c'est une bonne analogie. Patrice Bernier ne jouait pas vraiment et peut-être on préférait Colin Warner à Patrice Bernier quand Jesse Marsh était là. Je pense qu'on est un peu dans la même physionomie. Il l'a dit même Marsh aussi. Il dit en même temps, si on prend son parti à Jesse Marsh, si j'avais à gagner le même matin, probablement que je prendrais Piette. Mais là, en ce moment, dans ma situation, dans un cycle où on va vers 2026, je vais essayer des joueurs. Je veux me créer de la profondeur en vue de la Coupe du Monde. Et je vais aussi essayer de donner du temps à des joueurs qui ont des plafonds. Regarde, on a vu que Saliba, comment il est... Même, on a l'impression, je ne sais pas à quel point c'est l'équipe nationale, mais quand il est revenu de cette équipe nationale-là, il a encore pris un autre niveau aussi. Alors ça, c'est intéressant parce que tu apprends beaucoup dans ce genre de situation quand tu vas jouer avec une autre équipe, une autre façon de faire, mais aussi du niveau international, tu sais. Puis... Est-ce qu'il va rejouer, Samuel Piette? Parce que là, je veux dire, la fin de l'ère Jesse Marsh coïncide avec Sam qui serait dans ses derniers 1000 en équipe nationale, là, fin 2026. Il va avoir 30 ans là, au mois de novembre. C'est ça, mais il va en avoir 32. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la fin... Oui, mais 32, c'est pas si pire. Tu peux encore jouer à 32. Ça va dépendre. Moi, il y a un monde... dire qu'il rate la Coupe du Monde, puis après ça, il revient avec le prochain coach. Hey, pourquoi pas? En même temps, c'est pas un sure, mais en même temps, il y a des blessures, il y a des possibilités. Il joue-tu vraiment avec un 6? C'est une question de profil. Non, c'est ça. Tu prends n'importe qui d'autre. Puis moi, on est... Non, mais question de profil, mais il n'y a pas de 6 dans son équipe, nécessairement. C'est ça. Je garde. Parce que Saliba, Eustachio, Sigour, qui est aussi là-dedans, mais qui joue aussi à droite, Osorio, Chouanière. Puis il y a De Fougerolles. Ah non, c'est un défenseur. Excuse-moi. Je pensais... Puis en même temps aussi, tu veux montrer quand tu es Jesse Marsh aussi, il est un peu victime de ça. Quand tu es un nouveau sélectionneur, tu veux faire du ménage pour que... Tu mets ton empreinte. Tu donnes le sentiment au groupe que c'est un... On a vraiment changé, là. C'est pas juste le coach qui a changé, c'est tout l'esprit, puis même les joueurs ont changé. La dynamique du groupe a changé. Puis je pense aussi que en tant que sélectionneur, tu veux ce côté-là, un peu smarty pants en disant moi je sais qui devrait être là, qui devrait être pas là, puis où tu veux aussi que certains joueurs te soient redevables en disant hey, Saliba va être pour toujours redevable parce que à Jesse Marsh dans une certaine mesure parce que c'est le gars qui m'a donné ma première chance. Il était rendu là. Ça devient un couteau à double tranchant parce que tu l'as vu sur la fin du règne de John Herdman, il continuait à faire jouer des gars avec lesquels il avait bâti quelque chose. C'est ça, exactement. Puis il n'a pas été capable de tourner la page. Jesse Marsh après 2026, il est reparti à quelque part. On est d'accord, mais moi je t'ai dit c'est Marc Dos Santos après qui prend l'équipe. Samuel Piette, là, est-ce que le monde du soccer est figé dans le temps, puis le temps étant pas 2024, mais est figé il y a quelques années sur ce qu'est Samuel Piette sur un terrain? Parce que moi, je suis désolé, là, je le regarde jouer, surtout là, la bonne séquence de match, les 6 derniers. Pour moi, c'est par un 1000 de campagne, puis j'inclus 2022, la meilleure version de Samuel Piette qu'on a depuis son arrivée en 2017. Moi, je suis d'accord. C'est même pas j'arrête proche. Pas de dire aux gens... Il joue vers l'avant, la qualité des angles de passe qu'il arrive à trouver. Je suis désolé. Là, si c'était Steven Eustachio ou Jonathan Osorio, on dirait ils sont vraiment bons, ils sont créatifs pour trouver les angles. Leur première touche est extraordinaire, ils accélèrent le jeu. Samuel Piette, c'est as-tu besoin de boucher un trou quelque part? Ouais. Je comprends pas. On regarde. Moi, j'ai l'impression avec Thierry Henry, il y a quand même... il est là le point de bascule. Puis moi, j'avais eu la discussion au FC 919 avec Olivier Renard qui a dit il y a un avant et un après Thierry Henry pour Samuel Piette qui avait toujours Thierry Henry sur son dos pour dire tourne-toi, essaye de jouer vers l'avant. Je te dis, je pense que c'est
négligé, puis c'est quasi un manque de respect de parler de Samuel Piette comme d'un joueur défensif qui fait juste donner le ballon à quelqu'un d'autre pour que des belles affaires se passent en possession. Te rappelles-tu de la passe l'an dernier? Il a fait une superbe passe, puis en fait, je veux juste te dire, je vais parler de moi, mais mon commentaire, je disais, quelle passe délicieuse. Je dis, mettez-moi ça sur une toast que je la déguste, tu sais. Mais non, je pense, et on en a parlé, est-ce que c'est le facteur québécois? Est-ce que c'est l'esprit qu'on a? Un petit Québécois, c'est justement Eustáquio, c'est tellement plus... c'est un Brésilien, ça serait tellement plus chic aussi. Mais non, puis attention, puis j'ai invoqué Patrice Bernier. Attention de ne pas faire un... il a fait quoi, Jesse Marsh, finalement? Mais il l'a ramené. Il l'a ramené. Puis exactement, attention de ne pas se priver de plusieurs années. Patrice Bernier, il y a 2 ans où il était trop vieux, puis après ça, les 2 ans d'après, entre 32 puis 34... Fallait pas qu'il prenne sa retraite. Fallait qu'il prenne sa retraite, mais entre 36 puis 38, on peut pas se passer de lui, puis envoyer une autre saison, Patrice. Il y a juste 30 ans, Samuel Piette, c'est un gars qui est en forme. C'est un gars, je pense, qui va continuer à avoir une bonne hygiène de vie. Au pire, je m'engage même à aller courir avec, ou peut-être aller faire de... Bref... puis il est plus rapide qu'on pense. Puis dans la séquence aussi, par rapport à Saliba, où tout le monde capote sur Saliba, avec raison. Oui, mets quelqu'un d'autre à côté de lui. Non, mais il a été meilleur même que Saliba, je te dis. Oui, c'est ça que je te dis. Le match en fin de semaine... Ça revient au commentaire de Jesse Marsh. Si je voulais gagner demain matin, entre les deux, je prendrais Piette parce que c'est un gars qui a un vétéran d'expérience. Je comprends, mais tu dis ça combien de temps? Parce que là, 2026... Saliba, c'est pour ça qu'il est là, parce que il va bénéficier, puis il va s'améliorer, puis son plafond, en ce moment, assurément, Piette est plus ou moins... Parce que tu cherches... T'as le joueur, il est fini là, comme joueur, là, dans le sens, fini, c'est un produit fini, genre, il est bon, puis il va être bon, il va pas nécessairement... Oui, mais moi, j'ai l'impression que dans la tête des gens, c'est le produit fini de 2018 ou 2019. Le produit fini de 2024, je suis désolé, il a montré qu'il a été capable de prendre une coche. Puis Jesse Marsh, je comprends l'idée du profil, mais en même temps, tu veux quoi de tes milieux de terrain, à part travailler, récupérer des ballons, être intelligent dans tes déplacements, puis bon en relance. Tu sais, après, tu t'en vas jouer contre des pays qui sont à un autre niveau, tu as besoin d'être à ce niveau-là. Donc, Jesse Marsh, te rappelles-tu, dans le cycle? Mais moi, je pense que tu peux pas... D'ici la Coupe du Monde en 2026, je ne sais pas s'il fait la Coupe du Monde en 2026, mais tu le regardes jouer, puis les autres sont mieux d'être bons en s'il vous plaît, là, qui vont jouer là. Ouais. Parce que tu as l'expérience aussi qui vient avec, sa capacité à fédérer un groupe, dans un groupe qui reste vraiment jeune. À la Copa América, c'était une moyenne d'âge de moins de 24 ans, si je ne me trompe pas, pour le Canada. Moi, je ne peux pas croire, surtout avec les performances que je vois sur les dernières semaines, que Samuel Piette ne remet pas un maillot canadien. Puis si ça continue comme ça, que tu vas t'en priver à la Coupe du Monde en 2026. Moi, je pense, en construction, Montréal doit continuer. On parlait de Wanyama, Piette, on a-tu besoin d'un gars à 1 million? C'est ça, on va en passer combien? Bon, mais c'est ça. Là, Piette, c'est une certitude pour les prochaines années, puis c'est ton capitaine. Puis t'en as pas beaucoup dans cette équipe-là. Exactement, laisse-le là. Puis surtout, comme capitaine aussi, il va être conscient, continue à jouer, puis continue à jouer à ce niveau-là, parce que tu n'auras pas le choix à mon année. Lui, il ne peut pas descendre. Exactement, Jesse Marsh n'aura pas le choix de dire. Puis ça va monter tout le monde vers le haut, ça va monter Piette vers le haut, mais ça va monter la sélection ultimement vers le haut. Puis je suis d'accord avec toi, il y a une question de profil. C'est possible aussi qu'il ne revienne pas. Mais une question de profil pour Samuel Piette. Bon, on parle de mairie? Non, on fait des pinardises. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a deux, vous allez comprendre. Il y a deux choses qu'on va aborder à propos des pinards. C'est les pinards. On voulait juste faire notre propre... Moi, je vais commencer, d'accord? Vas-y. Parce que Daniel Pinard, vous connaissez sûrement, homme de télé... pionnier de cuisine à la télé. Cuisine, exactement. Qui a été journaliste avant, mais qui est surtout connu pour ses livres de recettes puis ses émissions de télé de cuisine aussi. Il est décédé cette semaine. On a une bonne anecdote à propos de Daniel Pinard. Parce qu'à l'époque, 2014, on faisait la Coupe du Monde. On travaillait à la Coupe du Monde à TVA Sport. Qui était partagée avec Radio-Canada. Où j'ai travaillé avec Gabriel Gervais sur la Coupe du Monde. Mais oui. Et François Bouguingo. Oui. Notre ami. Qu'on salue. Qui est encore notre ami, d'ailleurs.
qu'on voit moins dans les circonstances, mais avec qui on entretient, puis que j'aurais aimé même entretenir encore plus de relations, mais avec ce qui est arrivé, je pense qu'il a fait le ménage, ou du moins qu'il s'est protégé lui-même. On n'était pas dans son groupe. Mais là, explique aux gens, là, parce que ça a l'air d'un univers parallèle. Il y a des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas François Bouguingo. Vous irez faire vos recherches. C'est un journaliste avec qui était devenu commentateur pour la Coupe du Monde avec nous à TVA Sport. On a eu mais beaucoup comme de analyste, plaisir. Là, sur le panel. Exactement, là, on a eu beaucoup de reporter. plaisir. On a travaillé ensemble. Puis on a sorti aussi pendant cette séquence-là ensemble plusieurs fois. Vraiment, je n'ai que du positif à dire de cette personne-là, François Bouguingo. Il nous amène chez un Portugais du... Après la finale. Après la finale, ouais. On sort chez son Portugais, on va dire ça de même, un restaurant dans le plateau avec lequel il a ses habitudes, puis on a du plaisir, puis on rit. Et puis à un moment donné, au courant de la soirée, il dit « Hey, je vais appeler mon chum, connaissez-vous Daniel Pinard? » Non, attends, c'est nous, on l'a challengé parce qu'il disait « Je viens ici des fois où je venais ici avec Daniel Pinard. » Puis c'est toi, un peu en cabochon, qui dit ouais, c'est moi, c'est mon style. Call-les donc, appelle-les, qui viennent faire un tour. Ah oui. Et c'est moi qui ai dit ça? 10 minutes plus tard. Ah, mais l'anecdote est encore meilleure. Ah oui, c'est toi qui l'as challengé, puis moi je suis parti à rire en me disant... Il l'a appelé. Il l'a appelé, puis il est venu. Puis Daniel Pinard est venu, puis il arrive, puis c'est exactement ce que vous pensez de Daniel Pinard. Grandiloquent, qui parle fort et franc aussi. Tout dans le plaisir, dans le bonheur, dans le partage de la table, hein, parce que c'est ça. Partage de la bouteille aussi. Oui, mais c'est le point de bascule, je pense, quand tu dis qu'il y a une influence considérable sur la culture québécoise, c'est ce plaisir de la table, le plaisir de cuisiner aussi. Il disait d'ailleurs, tu sais, tu fais pas 3 grammes de sel, tu t'en mets. Tu vas pas une recette, c'est contraignant. Tu cuisines, tu touches aux choses. C'est lui qui t'a montré à faire un risotto sec? Non. Okay. Non. Je sais pas s'il aurait aimé d'ailleurs mon risotto sec. C'était bien bon. Mais il a influencé puis il a tracé la voie pour plein d'autres choses aussi. C'était dans l'air du temps aussi parce que après ça vient Anthony Bourdain avec plein d'autres aussi. C'est dans l'air du temps, mais quand même, ici au Québec, c'est lui qui est il y a un avant et un après. Puis il s'assoit, puis le propriétaire aussi vient. Puis ce que je voulais souligner de son influence aussi, le propriétaire vient de s'asseoir à côté de nous, puis ce sont tous des amis. Puis à un moment donné, le propriétaire, il est tard, là, il est très tard, puis il fait venir le serveur, puis il dit « Hey, va me chercher telle bouteille dans notre cellier. » Moi, je suis à côté du propriétaire. Puis le serveur le regardait. Se penche à l'oreille, puis fait « Mais boss, c'est notre plus cher, c'est la bouteille la plus chère du cellier. Êtes-vous sûr? » Il dit « Hey, ah ouais. » Il est allé chercher la bouteille la plus chère du cellier qui devait coûter 200 ou 300 $. On a bu ça en fin de soirée avec Daniel Pinard, le propriétaire, François Bouguingo, toi et moi. On a passé une extraordinaire soirée. Mais sais-tu pourquoi aussi je pense que le restaurateur a fait ça? Parce que c'est un petit restaurateur qui était sur une autre place. Moi, je connaissais un peu ce resto-là, qui était sur Saint-Denis. Il avait fait ces émissions-là. Il avait fait des émissions là. Exact. Puis lui, pour ce restaurateur-là, ça avait été dans sa vie un point de bascule. Il y avait eu un avant, un après. Les gens s'étaient intéressés à son restaurant, puis il était venu aussi, un restaurant portugais qui était peut-être un peu plus communauté, entre les guillemets, avant, qui était devenu quelque chose où les gens allaient régulièrement. Fait que ça a été une extraordinaire soirée. Daniel Pinard, pour tout ce qui a été, je l'ai pas très connu, mais pour cette soirée-là, j'ai compris, j'ai pris l'ampleur du phénomène, puis aujourd'hui, à sa mort aussi, on prend à quel point on prend l'ampleur de ce qu'il a été dans la société, dans la culture québécoise. Puis juste, note en bas de page pour finir cette anecdote-là, c'est souvent ce que je raconte quand les gens apprennent qu'on a travaillé avec François Bouguingo, puis qui ont l'impression que tout était un écran de fumée. Ils disent, attends, là, nous, on était dans un resto, puis de nulle part, M. Pinard est arrivé. Il faut que tu sois plugué un brin pareil. Là. Puis François était très disponible. On a eu des discussions extraordinaires. Faisait sentir les gens bien aussi. Écoute, moi je suis gêné, puis il y a peut-être des gens qui me croisent dans la rue, qui me reconnaissent de la télé, puis je suis un peu mal à l'aise. François mettait les gens à l'aise. Moi, on s'est ostiné pendant des années à savoir si ce point de mire, c'est la meilleure chose qu'il avait fait. Moi, c'est ce que je pense. Lui, il pensait pas. Bref. OK. Fait que c'était la première partie de nos pinardises. Parce qu'il y a une deuxième... Parce que, et ça, c'est peut-être plus ton département... Il y a des rumeurs de plus en plus parce qu'il va y avoir des élections à Montréal qui vont s'en venir, à la mairie de Montréal. Et il y a un nom qui vient de ressortir dans les rumeurs et à ce qui paraît, il jauge ses intérêts. Claude Pinard. Ancien VP marketing de l'Impact. Oui, mais qui a été longtemps chez Saputo, la maison mère, du moins
La chope à fromage. La chope à fromage. Non, mais... Je cherchais une autre façon, c'est un peu réducteur. La méga entreprise canadienne, le fleuron de l'économie québécoise, voilà. Ça, c'est la version officielle. La version positive, toi, c'était la version négative. Hey, c'était pas négatif, c'est une chope à fromage. Pour vrai, les gens ont compris. Tu voterais-tu pour Claude Pinard à la mairie? Je suis qui? Je suis Gabriel Gervais. Je vais attendre. Je suis Gabriel Gervais ou je suis moi? Ben, là, ce que j'entends, c'est que si t'es Gabriel Gervais... Attends. Je connais pas la nature de la relation qui a été entretenue ou non entre Claude Pinard, qui a été VP du club, et l'organisation. J'ai aucune espèce d'idée. Par contre, est-ce que j'ai le sentiment que là, tu pourrais commencer à tendre des perches, bâtir des relations, puis te faire accélérer le satané projet d'amélioration au stade olympique qui semble aller nulle part? Peut-être que c'est dans la cour du club, peut-être que c'est dans la cour de la mairie qui répond jamais. C'est tout le temps un genre de flou artistique entre les deux. Mais est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Je fais peut-être un raccourci intellectuel, mais est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait être bénéfique pour le CF Montréal? Moi, puis c'est un gars de sport aussi. Si je ne me trompe pas, il a construit un vélodrome. C'est-tu à Laval ou... On n'est pas amis LinkedIn, je ne peux pas dire. Mais, pas encore, bref, pas encore. Bref, tout ça pour dire que c'est un gars qui a été très dynamique dans le monde des installations sportives. Il est à Centraide en ce moment. Exact. Puis tu sais, c'est un gars qui a des principes aussi. C'est lui, si je me trompe pas, là, j'espère pas me tromper, c'est lui qui, à l'époque, tu te souviens, avant de rentrer en MLS, donc c'était la saison 2011, il y avait eu le développement à la mi-temps du logo, c'était pas un flocon, là, du logo qui allait servir de logo MLS. Ça s'est fait à la mi-temps d'un match de USL. Puis, les Ultras avaient quitté, je ne sais pas si c'était en lien avec la saison ou un protest parce qu'on changeait de logo. Ça, je suis désolé, ça m'échappe. Il y avait une protestation des Ultras qui avaient vraiment quitté le stade à la mi-temps. Un véritable affront. Puis, à ma connaissance... Pour M. Saputo, du moins. Oui. Puis, la très, très haute direction ne voulait pas laisser les Ultras revenir. La très, très haute direction, M. Saputo. Ça, c'est toi qui l'as dit. Puis, Claude Pinard, lui... disait, ben là, on peut pas, d'un point de vue image, marketing, ces gens-là ont leur billet de match, ils ont payé leur droit d'entrée, il faut essayer de les ramener. Bref, tout ça pour dire que c'est un gars qui a quand même des principes et qui est prêt à se tenir debout. Je pense que dans ces circonstances-là... Ça avait été, j'arrête pas d'utiliser cette expression-là, mais un point de bascule entre la relation... Oui, il est resté là encore un bout de temps, après. Et Impact de Montréal. Mais Claude a fini par quitter par la suite. Et retourner à Saputo. Ouais, exact. Puis on rappelle que le board, c'est la famille Saputo, là. C'est pas exclusivement parce que quitter, puis on a dit, on le veut encore on parle d'écosystème, on va encore dans la gang. Dans l'entreprise familiale. Bref, tout ça pour dire, il faudrait creuser un peu, mais moi je pense que ça pourrait potentiellement être ultra bénéfique. Si tu as quelqu'un qui est tourné vers les installations sportives, un ancien de la maison, un ancien de la famille, à un moment aussi important, parce que tu as le dossier du stade olympique, j'en conviens, mais pour le stade Saputo aussi, écoute, je le répète, c'est peut-être un raccourci, mais le timing est parfait. Moi aussi, tu dis, on n'est pas en contrôle de tout au niveau de ce dossier-là, on ne sait pas exactement tout, mais c'est ça aussi, je pense que c'est un problème par rapport à la relation CF Montréal, Ville de Montréal. Mm-hmm. Parce qu'on sent qu'il y a un problème, on pense qu'il y a un problème. Spontanément, il y a des commentaires qui sont faits, qui ont été faits la dernière fois par M. Saputo lui-même, sur la relation plus ou moins bonne entre la ville. En même temps, quand je te dis que l'équipe communique mal, ça entre là-dedans. Parce que cette équipe-là aura intérêt à encore mieux communiquer, à souligner pour lui-même même aussi, à quel point ils font du bien pour Montréal. Nomme un investisseur qui investit autant que le CF Montréal dans l'Est de Montréal. Écoute, ils ont revitalisé le centre Nutrilait, qui est utilisé aussi par les clubs de soccer qui sont dans le coin. Quand l'équipe... mais pas juste ça. T'attires le Real Madrid, t'attires Chelsea. Maintenant, t'attires l'équipe nationale qui, cette semaine, va s'entraîner là. T'attires 20 000 personnes dans l'Est, dans ce quadrilatère olympique qu'on a voulu relancer aussi. Soyons partenaires, puis mettons-nous dans une position, communiquons aux gens que, justement, on est un moteur dans l'Est. Puis même, je pense, si être vraiment ambitieux, il y aurait moyen aussi d'investir encore en tant que club ou en tant que... dans un partenariat, investir dans ce quartier-là aussi, puis d'amener les gens un peu plus dans l'Est. Mais je pense que le club aurait intérêt à le dire plus, parce qu'à un moment donné, on voulait justement des rabais de taxes. Ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait
Mais dans les circonstances, il faut aussi jouer le jeu. Dans les circonstances, là, demander un rabais de taxes, là, oui, c'est vrai que c'est logique. Tu parles pour les améliorations? Oui, c'est entre autres, mais pour le stade. Taxe. Non, pour le stade, il demandait... Parce au départ, quand Molson voulait la même chose aussi au Centre Bell, si je me trompe mais pas. à quelques années après aussi, en disant « Hey, vous l'avez fait pour d'autres, puis regardez ailleurs, il y a des précédents. » C'est dur dans l'opinion publique, parce que là, ça devient de l'acceptabilité sociale. C'est pas de la logique aussi, là, c'est de l'acceptabilité sociale. Tout à fait. C'est dur, ça aurait été dur pour une mairesse qui se campe à gauche, ou du moins qui dit qu'il est à gauche. Puis elle a été élue, puis moi je pense que c'est bien, mais bon, ça peut être discuté, mais elle est à gauche, on le sait, là. Elle, est-ce que tu lui donnes les outils, pendant son mandat? Pour bien le présenter, pour que ça passe. Les taxes municipales, moi mes taxes municipales ont bondi, les taxes municipales partout au Québec bondissent. Dans un même souffle, elle dit « Ouais, on va vous charger 7, 8, 10% d'augmentation de taxes municipales sur vos maisons. » Puis je vais donner un rabais à M. Saputo, un milliardaire, et avec Victor Wanyama qui gagne des millionnaires sur le terrain, je vais vous donner un rabais de taxes aussi parce que c'est bon pour l'entreprise. Mais c'est là où c'est le positionnement, c'est pas un rabais de taxes. Au niveau de la communication, c'est pas un rabais de taxes. Non, c'est ça le problème. Au niveau de la communication, ça a été impossible. Oui, je sais, mais c'est pas un rabais de taxes. C'est là la catastrophe de ce dossier-là. Non, mais c'est plus facile à accepter quand tu dis... c'est un partenaire, c'est un moteur de la ville, c'est quelqu'un qui tire vers l'avant. Mais quand tu arrives et que tu tapes du pied comme un enfant, puis tu dis « Hey, je paye trop de taxes », tu fais « Hey, mets-toi en ligne, mon petit gars. » Ça, c'est ce que je viens de te dire, c'est seulement de la communication. Non, je suis 100% d'accord parce qu'à chaque fois que tu le présentes de la manière suivante, on est locataire, on veut faire des améliorations à notre loyer. Locataire. Ben non, mais Fred, c'est un bail. Oui, mais c'est emphéotique de 4, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est ça pareil, il en est pas propriétaire, là. Il peut pas la vendre, sa bâtisse. Non, mais c'est tout comme, en même temps, il peut passer le bail. Ça, emphéotique, à New York, ils vont construire un stade avec un bail emphéotique de 99 ans. Ben oui. Que c'est 99 ans. Oui, mais moi, mon point, c'est que... Il y a 3 générations qui vont passer avant de... Non, mais mon point, c'est que quand tu communiques que ce que tu demandes, c'est pas une réduction de taxes, c'est pas d'être augmenté basé sur le loyer que toi, t'améliores. Tu sais, à la limite, taxez-nous sur nos revenus supplémentaires. Ça, c'est tout à fait logique. Mais pourquoi t'augmenterais le loyer de quelque chose où tu veux... Là, on est dans la... Oui, peut-être. En même temps, je m'en fous. Je fais juste dire, on est dans une logique. Quand t'as une mairesse à gauche, puis c'est ça, faut que tu le fasses. Adapte-toi, joue le jeu, puis adapte-toi, donne-y les moyens de t'aider. Mais si tu fais juste... c'est ça. Bref. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Je suis en train de rouler mes airs. Là. Je m'en viens de plus en plus commentateur sportif. C'est rendu... Hey, toi, le Canadien... C'est rendu où la coupure où les gens roulent plus leur air? C'est à partir de quel âge? Il n'y a personne en bas de 55 qui roule ses airs? Non. Arrête. Ben qui? Trouve-moi quelqu'un là, qui est comme à l'époque où à Radio-Canada, on parlait de gens scrupuleux. Non, mais c'est... Ça a été tourné, c'est une vraie vidéo, ça. Ça a été tourné au natatorium à Verdun. OK. Mais on finit ça avec ton 11 de départ là, qui nous a été envoyé? Ah oui, on a tout le temps vite, parce que la semaine dernière, si vous écoutez la portion de la semaine dernière, on a fait le défi de Ali, qui est un auditeur qui nous avait dit, qui nous avait donné des contraintes pour on est ouvert au défi d'ailleurs. Hein? Oui, ouvert les contraintes pour construire un 11 du CF Montréal avec des différentes nationalités notamment qui soient représentées. Il y a Jean-François Sénécal ou Sénéchal, je ne sais jamais, je le saurai jamais probablement, qui a fait un 11 des joueurs qui ont eu des moments, mais juste des moments. Pas des carrières. Non, tu sais, genre Cameron Porter est là. Les 15 minutes de gloire de Andy Warhol, ben c'est ça. Je te le donne vite. Christian Nietzsche. T'as-tu une canne de soupe Campbell chez vous, toi? Reste sur le sujet. Christian Nietzsche, qui est le gardien, le seul gardien qui a un match, mais c'est le match le plus important de l'histoire du club. Tu nous parles de monde parallèle. Si Max Crépeau le garde, ce match-là, puis il goal sa tête en bon français, imagine. Si les dirigeants ont les cojones de mettre Max Crépeau aussi. Voilà. T'en as eu en entrevue des dirigeants. Petrasso sur la droite pour son coup de pied sur Zlatan. S'est fait expulser. Hey, Georges était là, je pense, ce match-là. 20 minutes après, Zlatan est out. Ouais, bravo. C'est bon, ça. 25 minutes, Georges Larac était-tu là encore? Je sais pas. Nelson Rivas. Attends. Ça, c'est pour son premier match en 13 mois à Houston ou pour sa blessure à Toronto? Ici. On est allé voir, on était là à Houston pour le match des séries.
Puis on a vu que Nelson Rivas était dans l'alignement. J'ai demandé à Nick DeSantis la semaine passée. J'ai demandé qui a pris ces décisions-là. Marco Il a dit Di que c'était le coach. Ouf. Non, un autre Marco. Nelson Rivas, on a dit au descripteur, il y a deux choses. Soit qu'il marque, ou soit... C'était quoi? Soit qu'il marque, ou soit qu'il sort. Il se fait expulser sur carton rouge. Ouais. Puis le gars, il est venu après, puis il a dit, les gars, vous le saviez? J'ai une bonne anecdote. J'étais là à l'époque. Nelson Rivas, c'est le premier gars qui n'était pas dans l'effectif en 2011 à avoir été signé. Il arrivait de l'Inter Milan, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis il a été signé vraiment plusieurs mois d'avance. Il va y avoir quelque chose de fiscal là-dedans. Puis il gagnait juste 50 000 par année. Mais il a gagné combien dans les 3 derniers Je mois de pense que son l'année loyer 2011? coûtait 50 000 par mois en passant à Montréal. Mais attends, il débarque, puis sa première journée, c'était au Collège Marie-Victorin à Montréal. Puis on était là, c'était dans le temps des fêtes. Puis il vient, il y a des... c'était JS, j'oublie son nom, le thérapeute à l'époque. Ils font des tests avec lui. Puis là, il débarque, puis on dit, mais viens avec la réserve. Tu sais, c'était des jeux ludiques, là, parce qu'on était dans cette période-là de l'année. Les gars jouaient à la crosse dans le gymnase. Puis là, on lui donne un dossard. Je te dis, il nous regarde. Il n'y avait aucune idée quoi faire. Il avait une crosse dans les mains. Il courait plus ou moins. C'était un gars qui avait joué à l'Inter Milan, mais qui était gêné de se pointer dans un vestiaire à Montréal-Nord parce qu'il ne savait pas ce qui se passait. Bon, un autre monde parallèle. La défense finit par Carl Fisher puis Jeb Brofsky. Moi, j'ai suggéré Carl W. Ouimet pour le moment où son but, non? Ouais, mais il est revenu aussi, puis c'était au stade olympique. Frank Klopas le fait rentrer parce qu'il ne le faisait pas jouer. Ouais. Puis il est allé l'embrasser dans le vestiaire. Le match a fini, Klopas a couru, puis dans le vestiaire, il est allé le prendre dans ses bras pour le remercier. Jeb Brofsky, c'est le nez? Oui, c'est ça. Il l'a pas refait jouer après ça, Carl Ouimet aussi. Frank. Yo, Frank, as-tu fait les séries cette année? Non, en tout cas. Adresse Romero pour l'ensemble de l'œuvre. Callum Malice pour la passe. Sur le but de Porter. Ouais. Johan Vargas pour le coup franc. Il a fait un coup franc. Checkera des... Max Tissot pour son magnifique, sa magnifique patate. Kenny Cooper. Kenny Cooper. Qui s'est blessé, dommage. Un gars chouette, un gars très pieux d'ailleurs. Ah oui? Très croyant. Un gars chouette qui avait été acclimatation difficile, mais qui avait des promesses, qui a déjà joué à... Oui, c'est ça. C'est tout rapidement. De suite. Il y a un univers parallèle, justement, un multivers où il joue Kenny Cooper. Une légende presque MLS aussi, Kenny Cooper, il faut dire. Très sympathique, j'insiste là-dessus. Il y a une autre légende qui est passée par Montréal. Il a joué Montréal. à Manchester United aussi. Attends, Brian Ching? Ouais. Puis, mais lui, il n'est pas vraiment... Ouais, il était un moment. Puis Cameron Porter, naturellement. Ben là, j'espère. C'est un bon 11, ça. Ça aurait été c'est bon, j'envoie ça chez Sénéchal. Bon, Sénéchal. On va travailler sur le Chal. le projet de la semaine prochaine. Mais non, mais... On va faire comme d'habitude, on va juste arrêter de parler puis le show va être fini. Ouais. On va, à un moment donné, en plein milieu de ma phrase, Jacob va m'arrêter.